Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est la crise ou la difficulté d'exister des institutions autonomisantes. Les institutions dans les sociétés individualistes sont soumises à un grand paradoxe. Elles vous font obéir pour vous libérer. On vous oblige à aller à l'école, mais c'est pour qu'un jour vous puissiez, par vous-même, faire toutes sortes de choses. On vous contraint pour vous libérer. Même nos institutions pénitentiaires ont ce statut. Elles sont prises, en fait, les institutions pénitentiaires sont des mesures éducatives de redressement. On vous enferme précisément, idéalement, pour vous rendre à la société une fois que vous aurez purgé votre peine. L'école, la prison sont des institutions temporaires. Même à l'hôpital, les soins sous contrainte sont conçus comme des institutions temporaires. On vous enferme, on limite vos libertés, mais pour respecter davantage vos libertés. L'ensemble des mesures de soins sous contrainte dans les pays développés, je ne parle pas des tyrannies, des dictatures, etc., l'ensemble sont toujours mises au service de l'autonomie. Et bien sûr, tout ceci s'expose au paradoxe ultime des sociétés démocratiques, c'est que la démocratie, ça produit des individus par ces institutions qui doivent avoir la liberté de contester ces mêmes institutions. Ça, le paradoxe de nos formes sociales d'autonomie, c'est qu'une démocratie éduque des individus en leur donnant les moyens intellectuels et matériels et sociaux de contester ces mêmes institutions, de les modifier, de les supprimer, d'en créer d'autres, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la garantie des libertés publiques. Vous voyez bien que ceci est d'autant plus augmenté et intensifié en régime d'autonomie condition. Le paradoxe est encore bien plus fort, parce que dans un régime d'autonomie aspiration, c'est pas un problème. Les gamins, ils n'ont pas leur mot à dire. Les délinquants, ils n'ont pas leur mot à dire. Les malades n'ont pas leur mot à dire. Le médecin sait, et il fait votre bien pour vous. Il vous fait accéder à un niveau supérieur d'autonomie, et les conflits, les résistances sont traités comme des grains dans la machine, mais que la machine est parfaitement capable d'écraser si vous n'êtes pas content. Quand vous supposez que les individus sont toujours autonomes, dès le départ, c'est extrêmement difficile d'élever ses enfants sur leur filet des baffes. Très difficile, c'est d'éduquer ses enfants lorsque la seule façon que vous avez, j'étais très sensible à ça en écoutant Nathalie Delben, ou de s'occuper d'handicapés, quand la seule manière que vous avez de respecter leur autonomie, c'est de leur donner l'exemple de la vôtre. C'est-à-dire que comment on obtient l'autocontrôle chez l'autre? En montrant mon autocontrôle. C'est ça qui est le paradoxe de l'éducation des enfants, quand vous n'avez pas l'autorité morale de leur foutre des baffes, ils ne sont pas d'accord, je sais pour toi ce qui est bien, tu vas faire ceci. Maintenant, tu n'es pas joyeux, tu vas dans ta chambre et tu es privé de ceci. Je perds mon contrôle si je fais ça. La difficulté, c'est que par le simple exemple de son autocontrôle, on suscite un autocontrôle chez la personne qui est en face de vous. Et donc, on ne dit rien. On garde son calme pendant que l'autre, le gamin, là, comme ça, balance sa télécommande sur le téléviseur, hurle en disant « tu fais chier », etc. Voilà. La vie ordinaire avec les adolescents, quoi. Et voilà. Moi, je garde mon calme. Il faut que je garde mon calme, parce que la seule chose que je peux lui montrer, c'est comment on garde son calme. Et faites bien attention, ce dispositif-là altère très très profondément tout ce qui est de l'éducation, de la prise en charge des violences, de la pénalité, de la façon dont on construit les prisons, etc. Ce genre de choses, c'est des trucs qui, dans le détail, sont aussi importants que ce que je disais tout à l'heure sur les couches des enfants. Ce sont vraiment des dressage des enfants, l'apprentissage de l'autocontrôle, c'est extrêmement complexe et ça s'enfonce très très loin dans les gestes même de la puériculture ou aussi bien dans le soin qu'on va donner aux vieillards en train d'agoniser dans un hôpital. Ce sont des façonnages, non seulement, oui, c'est pas des idées.
c'est des pratiques et des interactions très corporelles qui sont à chaque fois remises en cause et interrogées par cette contrainte de l'autonomie conditionnelle. Ce qui fait le drame de beaucoup d'institutions, c'est que les institutions qui existent, les hôpitaux, y compris l'architecture des hôpitaux, les prisons, tout ça, les systèmes pénaux, ont été construites dans un régime d'autonomie où l'exercice autoritaire de l'autorité ne faisait aucun problème. Avec le bureau du médecin, et puis on frappe pour demander au médecin, il y a une asymétrie entre le fauteuil du médecin, c'est comme ça, le fauteuil du patient, c'est comme ça. De l'autre côté du bureau, n'est-ce pas? Et puis alors on voit les jambes des patients, le médecin, on voit juste la partie noble de son corps, les autres sont obligés à mettre leurs pieds, on ne sait pas comment. Tous les détails de ça montrent bien l'asymétrie. Il y en a un qui sait et l'autre qui va apprendre ce qu'il a. Le moindre détail de la vie quotidienne est façonné par ces asymétries constitutives, dont le paradigme, c'est le divan freudien. Pendant que l'autre cause. Le divan freudien, c'est ça, l'asymétrie, la disparité radicale des positions construites dans... L'autonomie condition, c'est quand le médecin, il a une chaise comme les autres, et puis les patients et l'équipe soignante, ils sont tous en rond. Et puis on va discuter du problème de monsieur machin ou de madame Trucmuche. Et puis le patient va devenir l'expert de sa propre condition. Il sait, il a un savoir. Et le savoir de madame Michu sur pourquoi elle est dépressive vaut autant que le savoir de Jean-Louis Fès sur ce que c'est qu'une dépression. Et que Jean-Louis Fès, il va devoir apprendre à faire avec ce nivellement des savoirs qui est la condition sine qua non du respect de l'autonomie de ses patients. Il aura même du mal à défendre son autonomie de décision comme médecin si ça continue comme ça encore un peu. Donc toutes les institutions dans lesquelles nous vivons étaient établies et même construites dans un cadre qui était celui de l'autonomie-aspiration, avec le paternalisme médical, auquel, dans la langue de bois délicieuse, auquel vous avez sûrement droit en Belgique, se substitue désormais la co-construction des parcours thérapeutiques. Cette asymétrie des savoirs est reflétée dans la hiérarchie. Je prends un hôpital de psychiatrie, etc. Tout en haut, le psychiatre, en dessous, le psychologue, en dessous, les infirmières, tout en bas, les aides-soignantes. Et puis même les femmes de ménage, le personnel, etc. Selon les niveaux de savoir et de compétences. Et pourquoi ? Parce que ça vient d'une époque où il y en avait un seul qui savait faire en cas de crise, c'était le psychiatre. Maintenant que tout se chronicise, comme je vous ai remarqué, qui est la personne la plus importante dans un service de psychiatrie fermé en France ? Le psychiatre, laissez-moi le dire. C'est l'assistante sociale. Que vous fiez de la bibine aux gens, en 3 semaines, si vous n'êtes pas trop nul, ils sont tassés. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est l'assistante sociale. À qui faut-il demander son avis maintenant qu'on tasse les crises pour savoir ce qui se passe ? Aux infirmières, voire aux aides-soignantes. Elles vont prendre la parole, peut-être qu'elles vont prendre la parole, mais c'est pas si clair que ça qu'elles vont prendre la parole dans des structures hiérarchiques qui sont celles qui ont été construites dans un tout autre régime de l'individualisme qui était celui de l'autorité. Et donc les professions du care sont celles qui effectivement font de plus en plus le vrai travail, puisque le vrai travail est un travail au long cours. C'est un travail qui dure presque toute la vie quand vous menez votre vie en état suboptimal. De la même manière, tout l'ancien régime étatique, alors c'est peut-être moins le cas en Belgique où c'est pas aussi centralisé que chez nous, mais l'étatisation intégrale sous le régime de l'assistance publique, avec garantie d'égalité, d'accès aux soins, où c'est les mêmes médecins qui ont les mêmes diplômes, qui pratiquent le même type de médecine, reconnus par l'État, protégés par l'État dans tous les hôpitaux français, par exemple. Ou la contrainte, par exemple, du NHS anglais, n'est-ce pas, c'est qu'il faut que tous les citoyens britanniques aient, à moins de tant de kilomètres, accès à telle ou telle structure de santé. Les Anglais aiment beaucoup cette idée d'accessibilité. C'est vraiment pour une valeur absolument fondamentale de la médecine socialisée. À cette étatisation intégrale de l'assistance publique
les principes du New Public Management, c'est-à-dire des sociétés libérales et néolibérales contemporaines qui visent spécifiquement à rendre aux individus leur capacité d'initiative, de décision, d'auto-organisation, etc., délèguent à des associations de malades, des associations de familles, de plus en plus la responsabilité de proposer de construire des structures, et l'État, au lieu de fournir des fonctionnaires qui coupent les yeux de la tête et qui creusent des déficits, l'État se contente simplement de veiller au respect de règles juridiques extrêmement universelles, de normes qui les dictent a priori, et il ne se compte, au lieu de payer des fonctionnaires pour faire le travail, il envoie juste des fonctionnaires vérifier que les normes sont respectées. La distance entre la porte et le radiateur, le câblage électrique, la température des frigidaires, c'est tout. Plus un seul fonctionnaire de l'État pour s'occuper notamment des professions du Caire. L'État contrôle désormais donc. De même manière qu'avec l'État qui s'occupait de tout le monde et qui mettait la science au-dessus de tout, jusque dans les années 60, c'est ça, la médecine avait reçu un mandat social de faire profiter tout le monde de la science. Et dans les années 70, on s'est aperçu que ça coûtait tellement cher de laisser ces dingues de médecins proposer des médicaments à tout le monde et construire des hôpitaux, qu'on a commencé à y mettre notre nez. Et puis on a commencé à rentrer dans le paradoxe fondamental de la santé publique moderne. C'est que mieux vous soignez les gens, plus ça coûte cher. Parce que mieux vous soignez les gens, plus ils vivent longtemps, et plus ils augmentent la probabilité de retomber malade. Et donc, plus un système de santé est efficace, plus il est inefficace. C'est le fameux... C'est pour de bon quelque chose qui avait l'air d'être un sophisme. C'est le sophisme dans le gruyère. Plus il y a de trous, moins il y a de gruyère. Mais plus il y a de trous, plus il y a de gruyère. Donc moins il y a de trous, plus il y a de trous. La santé publique, c'est la réalisation de ça. C'est-à-dire que plus vous soignez les gens, plus vous augmentez leur capacité à retomber malade après avoir été soignés. Quand ils mouraient, c'était idéal. Je ne vous raconte pas les choses très impressionnantes qu'on peut apprendre sur les choix qui président à la mise sur le marché d'un médicament en fonction de ce type de calcul. Mais ce qui, depuis les années 80, s'est multiplié, vous voyez, c'est comment mettre un terme à cette dérive infernale des coûts de la santé. Au mieux ça marche, plus ça endommage le système de santé. C'est la situation à laquelle sont arrivés les Américains. Mais si cette science médicale standard était au service de l'État, et l'est toujours, en produisant la crise qu'il y a aujourd'hui, une des choses qui risque de se passer avec l'autonomie des savoirs, par exemple, le fait que le savoir expert des individus vaut autant que le savoir du médecin, le savoir scientifique, standard et universel, c'est la multiplication de pratiques irrationnelles, où les gens, se considérant comme les experts de leur propre thérapie, les familles disant mais nous sommes autonomes et si nous voulons soigner nos enfants autistes avec la méthode truc-muche ou la méthode bidule, on a bien le droit, du moment que la distance entre la porte et le radiateur est bien d'1,50 m et que le frigo est à la bonne température et que les gens qui travaillent chez nous ont les bons diplômes. Et que cette autonomie pose un problème, parce qu'elle peut être anti-scientifique, elle peut être complètement même irrationnelle au dernier degré, mais que néanmoins, le respect de l'autonomie des individus implique le respect de l'autonomie de la façon dont ils prennent soin d'eux-mêmes. Donc ils prennent soin d'eux-mêmes, et s'ils veulent prendre soin d'eux-mêmes comme ça va être de plus en plus difficile de l'imposer. Et puis je termine sur une chose tout à fait frappante, c'est que l'âge de l'autonomie condition, c'était l'âge de la psychanalyse, de l'autonomie aspiration, c'était l'âge de la psychanalyse, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, de la psychothérapie, c'est-à-dire d'une thérapie où le soin psychique passait par une épreuve de vérité intersubjective. Le pendant de cette psychothérapie, c'était que ceux qui n'étaient pas accessibles à la psychothérapie pouvaient juste être l'objet d'une grande compassion pour les douleurs, les handicaps. Au mieux, ce qu'on pouvait offrir, c'était de la compassion. Psychothérapie pour ceux qui sont soignables, compassion pour les incurables.
L'ensemble des dispositifs de soins auxquels on a affaire aujourd'hui me semble se partager entre deux grandes tendances. Il n'y a plus de psychothérapie en tête-à-tête. Ce n'est plus la norme, et ça ne cessera d'être la norme. Il y aura de plus en plus de groupes de self-help entre pairs. Les seuls dont j'accepte la vie, ce sont des gens qui sont confrontés comme moi au même problème. Et lorsqu'on se réunit dans un groupe de self-help, c'est surtout pas pour éprouver de la compassion les uns pour les autres, c'est pour s'inciter à agir et pour s'exciter mutuellement à reconquérir une autonomie entre pairs, entre gens égaux et entre gens qui souffrent de la même diminution de leur autonomie et qui, à ce titre-là, sont autant que moi des experts de la manière de la reconquérir. Ce n'est pas du tout pour s'apitoyer les uns sur les autres, c'est pour s'inciter à agir. Vous voyez dans les groupes de self-help une des formes fondamentales de ce qu'on appelle l'empowerment, la reconquête du tout, qui n'est individuel qui veut bien passer par les autres, cet empowerment individuel, à condition que les autres soient dans la même condition que moi, la même condition autonome, et avec les mêmes limitations d'autonomie. La deuxième chose le deuxième axe qui est amené à se développer, c'est à nouveau quelque chose qui résonne beaucoup avec le double diagnostic. C'est l'idée qu'au fond, arriéré mental, psychotique, handicapé physique, vieux, enfant autiste, peu importe. Peu importe parce qu'au fond, si on soigne l'autonomie, même les catégories nosographiques, héritées de l'époque où on distinguait des types de traitements, de prise en charge et d'institutions, risquent d'être complètement remodelées et refabriquées à mesure que la cible va devenir l'autonomie, d'augmenter l'autonomie. Un exemple absolument paradoxique de la chose, c'est l'avenir auquel est promis ce qu'on appelle la remédiation cognitive. La remédiation cognitive, surtout quand elle est faite, comme on l'a fait actuellement en France, avec des programmes individualisés. Quelqu'un vient vous voir, il dit « je suis tellement déprimé, j'arrive plus à lire rien du tout, etc. » « Ah, vous, c'est lire rien du tout. » Bon, eh bien, on va fabriquer des tests, des exercices neuropsychologiques qui vont vous rendre la capacité, avec vos yeux et votre mémoire immédiate, de déchiffrer des paragraphes, de vous rappeler des paragraphes d'avant et de retrouver votre capacité de lire. Un autre dit, je ne peux plus faire de vélo, j'ai mes muscles qui tombent, etc. On va faire un système de remédiation cognitive individualisé qui va restituer le sens de l'équilibre, l'orientation dans l'espace, etc., de façon à aider cette personne à remédier. Que cette personne soit un dément, un schizophrène ou un handicapé, c'est la même batterie d'outils neuropsychologiques qui va être utilisée pour développer les choses. Et comme je disais aux médecins qui exposaient ce type de choses, mais votre patient là, dont vous me parlez, oui, bien sûr, il retourne chez lui, il fait du vélo et il lit Proust, mais il est toujours aussi schizophrène qu'avant. Il me dit exactement, Pierre-Henri, tu as tout compris. Mais Isabelle, il est tout aussi schizophrène, mais tu es psychiatre. Tu ne soignes pas la schizophrénie. Mais pas du tout. Moi, je soigne l'autonomie. Texto, hein. Texto, dans un salon du CNRS, on discutait de budgets très importants pour faire des recherches sur ce truc-là. Un psychiatre dit, bon, moi, la schizophrénie, il ne peut rien, la schizophrénie, hein, c'est bien connu, hein, ça ne va pas demander au psychiatre de soigner la schizophrénie, hein, laissez-moi rire. Ça. En revanche, l'autonomie du patient, je peux l'augmenter. Ça veut dire que les psychiatres, leurs jours sont comptés. Parce qu'il n'est pas évident, pour soigner l'autonomie, il faille faire des études de médecine plus la spécialisation. Pas évident. Il en faudra, mais pas autant. En revanche, les neuropsychologues, pas les psychologues, les neuropsychologues, eux, leur avenir est grand. Et je voudrais terminer un peu, si vous voulez, en rendant hommage à Nathalie Delven et Gaëtan Ourlet qui me reçoivent à partir de l'exposé qu'ils ont fait. Je crois que dans la très jolie présentation de Nathalie Delven tout à l'heure, vous avez certainement été sensible au fait qu'elle se casse les dents sur tous les niveaux de cette question d'autonomisation.
la reconnaissance d'une institution qui autonomise des gens qui ne peuvent pas être autonomes, et qui les traite quand même comme des gens autonomes, qui essaient de trouver de l'argent. Et elle se heurtait à ce paradoxe extraordinaire que pour s'autonomiser, il faut déjà être autonome. Pour s'autonomiser, il faut déjà être autonome, c'est-à-dire que le simple fait de s'autonomiser prouve que vous étiez autonome, puisque vous vous êtes mis à vous autonomiser par vous-même, vous avez pris l'initiative de vous autonomiser. Comment on fait pour les gens qui n'ont pas le premier germe pour s'autonomiser, et qui concrètement et pratiquement, va falloir les autonomiser de l'extérieur. Vous voyez, c'est exactement les mouvements que vous avez vus, les mouvements des corps, quand on prend une main, quand on se penche pour corriger la position d'un visage, de façon à ce que la main, le regard, le papier, la couleur puissent être portés. Ce portage, comment est-ce qu'un portage peut être autonomisant au sens même de la motricité, de l'alignement du regard sur la cible visuelle, du geste à accomplir, etc. Se coltiner à ce paradoxe d'autonomiser quand il n'y a pas la racine de l'autonomisation au départ, et c'est-à-dire prendre le risque de l'aliénation la plus radicale. C'est l'aliénation paradoxale, c'est-à-dire que oui, ils sont complètement autonomes, sauf qu'effectivement, on fait tout à leur place, on les accompagne en tout. Donc le portage a remplacé le sujet. C'est ça le risque. C'est que le portage, au-delà d'un certain point, parce qu'ils sont devenus tout à fait gentils, ils font de superbes peintures, sauf qu'en réalité, c'est la main, le regard et la présence du soignant qui a fait la peinture à la place du soignant. C'est ça le danger de l'autonomisation, c'est de devenir une hétéronomie radicale. Question qui est bien connue. Comment s'en débrouille-t-il ? Je crois qu'il y a deux choses qui m'ont beaucoup frappé dans l'exposé et qui sont peut-être au cœur du défi et de la tâche impossible de l'autonomisation dans ses limites. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'ils ont un sentiment extrêmement aigu du caractère indirect de la production de l'autonomie. Si vous voulez directement autonomiser quelqu'un, vous lui faites faire les choses. Si vous lui faites faire les choses, il ne les fait pas de lui-même. Donc si vous visez à autonomiser directement quelqu'un, c'est foutu. Vous pouvez avoir le plus beau résultat du monde, il ne sera pas autonome. On lui aura tout fait faire. C'était une phrase, une des patientes c'était la vôtre, ou je ne me rappelle plus, qui disait « Ah oui, ma définition de l'autonomie, j'ai compris ce que c'était d'être autonome, je fais tout ce qu'on me dit. » On lui a dit d'être autonome, alors elle est autonome. Elle fait tout ce qu'on lui dit de faire pour être autonome. C'est ça le danger de l'autonomie. Et donc ils ont un sentiment extrêmement aigu du caractère indirect de la chose. Puis la deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, qui est l'attitude éthique qui était indiquée, et c'est celle sur laquelle je crois qui m'a le plus touché personnellement, c'est que comment foutre la paix aux gens sans les laisser tomber, ça implique une attitude particulière qui est de renoncer totalement, et c'est une attitude ascétique qui m'a beaucoup fait penser à la psychanalyse, à la position du psychanalyste. C'est une attitude qui consiste à renoncer totalement à l'arbitraire de ce que vous voulez. L'exemple que donnait Gaëtan Ourlet hier quand on dînait, c'était il fait beau, tiens, allez, on va aller faire un pique-nique. Ça fout le bordel immédiatement, ça provoque un clash. C'est qu'il faut pouvoir réussir à ne jamais laisser libre voie à l'arbitraire de ses propres volontés et de ses propres désirs. Suppose, en soi, une extinction extrêmement particulière de la jouissance à vouloir du bien à l'autre. C'est-à-dire, de la jouissance à les gens qui vous veulent du bien, vous avez remarqué pourquoi ils sont insupportables, les gens, je déteste qui me veulent du bien, parce que, en fait, quand quelqu'un vous veut du bien, on voit très bien le bien qu'il souhaiterait s'il était à votre place. Mais votre bien, c'est pas ça. C'est pas le bien que vous souhaiteriez si vous étiez à ma place. Ce qu'ils réussissent à faire, c'est ça que je trouve extrêmement joli dans l'extinction de ça, c'est à ne pas vouloir le bien qu'on se voudrait si on était à la place de l'autre. Et là, voilà, indique une des pistes qui permet de ne pas s'égarer dans cette action indirecte on ne peut pas vouloir directement l'autonomie des gens qu'on a vus à l'écran.
On peut la voir que par une chicane extrêmement particulière qui repose sur une certaine abstention à l'égard du vouloir le bien de l'autre, de ne pas projeter arbitrairement ce qu'on voudrait si on était à sa place, parce qu'on n'est pas à sa place, parce que c'est un sujet autonome. Merci. Si vous voulez rester dans le timing, on laisse la parole un peu à la salle aussi, non? Hein? Oui, je vais réagir un peu, mais je me limite à ça. Il nous reste 10 grosses minutes, un petit quart d'heure, je dirais, avant de passer au repas. Donc je propose de laisser réagir Dr Jean-Louis Fay, si vous le savez, dans le groupe, et puis de laisser le micro passer dans la salle pour ceux qui le souhaitent. Voilà, merci encore pour cet exposé, je pense qu'il était vraiment très très éclairant et très clair. J'avais toute une série de questions, mais tout le monde est un peu limité par le temps, je vais peut-être me limiter à une ou l'autre, surtout qu'il y en a une auquel vous avez déjà répondu dans votre conclusion. C'est vrai que j'avais noté une question suite au passage sur ce que vous avez dit sur les dessins, les ateliers de dessin et de peinture, et que voilà, qu'il peut y avoir des modalités des ateliers et des modes de relation comparables à des écoles ou à des ateliers éducatifs, mais que l'intention, le désir et la visée peuvent être tout à fait autres. Et je pense que vous avez conclu là-dessus en disant qu'il fallait mieux avoir des intentions indirectes, un peu comme la psychanalyse, qui disent peut-être pas directement la guérison, mais donc on peut quand même espérer qu'il y ait des effets de ce côté-là. Alors, une question qui m'a plusieurs fois traversé l'esprit, c'est la question de l'euthanasie. Vous n'en avez pas parlé explicitement, mais moi, quand on parle effectivement de toutes ces questions de perte d'autonomie, on sait bien que ce problème d'euthanasie est en train d'envahir comme ça la réflexion dans le champ de la santé mentale depuis quelques mois. Donc, vous n'en avez pas parlé. Je voulais savoir si vous faites un lien entre cette apparition de cette question-là et l'évolution de ce concept d'autonomie ou pas. Bon, oui, je pense qu'il n'y a aucun problème. C'est évidemment à partir du moment où les gens sont les experts de leur propre souffrance, que le médecin à la belge dit on n'écoute pas assez les gens, etc. Donc le fait de considérer que quelqu'un veut mourir, qui était dans le cadre de la médecine psychiatrique traditionnelle un symptôme du fait qu'il était bien mélancolique et dépressif et que donc il fallait s'en occuper, dans le cadre de l'autonomie condition, où tout le monde est censé être comme ça, le maître et l'arbitre l'auto-évaluateur de ses propres intentions, il est clair comme le jour que l'euthanasie devient, évidemment, à la différence du suicide, qui peut être interprété, le suicide, soit comme un passage à l'acte catastrophique, soit éventuellement comme une décision pour échapper à une indignité, quelque chose comme ça. L'euthanasie devient une issue beaucoup plus banale, beaucoup plus le suicide n'a plus nécessairement quelque chose, cette valeur de noblesse, d'accomplissement d'idéaux. C'est juste, j'ai bien le droit de demander à ce que l'hôpital mette fin à mes souffrances. Bon, cela dit, je pense qu'il faut, c'est toujours le problème de la sociologie ou de l'anthropologie, on ne peut pas s'appuyer sur des exemples isolés et spectaculaires, tout n'existe que dans la mise en relation entre les différentes choses. Donc je pense par exemple pour porter un jugement là-dessus, il faudrait avoir un jugement sur ce que c'est que l'évolution des services de soins palliatifs, ce que c'est que le type de pathologie pour lequel il y a des euthanasies. Il faudrait avoir des statistiques, des évolutions, des comparaisons, contextualiser qui propose ça. Vous disiez que c'était plutôt en Flandre et que maintenant ça devient en Wallonie, etc. Donc, tous ces facteurs-là sont des facteurs essentiels. On ne peut pas juste se dire, voilà, bah oui, c'est normal, ça rentre dans l'autonomie condition, sans entrer dans le détail de l'inscription sociologique détaillée, juridique, médicale, voilà, le poids des institutions religieuses. Oui, donc ça, c'est pour ça que je ne me prononcerai pas plus.
Oui, je supposais qu'on attend d'un discutant de faire quelques commentaires de dégustation de la tarte. Si j'ai bien compris, je voudrais... Gâteau. Ah, je suis néerlandophone, donc je voudrais dire gâteau. Très copieux. Donc je voudrais développer l'image de l'héliotrope pour vérifier si j'ai bien compris. Je ne sais pas si vous savez, mais les héliotropes, l'héliotrope le plus exemplaire, ce sont les tournesols. Ça veut dire héliotrope, c'est tournesol en grec. Et donc je pense que tournesol, l'héliotrope, est l'exemplaire pour l'existence humaine. Si j'ai bien compris, évidemment, pour le tournesol, il faut le soleil. Mais si le tournesol est déraciné, évidemment, immédiatement, on a un produit qu'on peut utiliser, mais le tournesol sera mort. Donc, je dirais, autonomie, aspiration, c'est pour moi, il faut, pour s'autonomiser, il faut cultiver l'hétéronomie, c'est-à-dire, il faut cultiver son jardin pour que le tournesol restera enraciné. Évidemment qu'il y a toujours une sorte de valeur économique pour utiliser le tournesol, mais en fin de compte, le tournesol nous fascine parce que, comme dans l'œuvre de Van Gogh, tout ce qui est vulnérable, par exemple, comme le tournesol, a une valeur de beauté. Et c'est pour ça, pour moi, que les personnes handicapées ont une valeur exemplaire pour que nous resterons une démocratie, une société, justement, par l'acte de cultiver, et certainement cultiver ce qui est très vulnérable. Parce que les racines des tournesols, ça c'est très superficiel. Et là, j'ai compris que le problème ne se pose pas dans la chronicité comme telle, c'est-à-dire une chronicité linéaire, mais que comme le tournesol, c'est la chronicité circulaire, c'est-à-dire, comme dans la vie de nous tous, il y a des périodes de dépendance qui font essentiellement partie de notre vie, comme les moments d'autonomie. Donc, si j'ai bien compris, il faut garder le dialectique entre les deux. Et comme ça, autonomie et hétéronomie, les deux sont nécessaires. Et en tant que liés l'un à l'autre, c'est peut-être comme ça que, comme les tournesols désirent le soleil, que c'est cultiver le désir. Ce qui est autre chose que faire des choses économiques avec les tournesols. Est-ce que, style Saint-Exupéry, ça correspond à ce que vous avez dit? C'est évidemment vers quelque chose comme ça qu'irait mes préférences. Ce qui montre que je ne suis pas un contemporain. C'est-à-dire que la question c'est très joli, bien sûr qu'il y a des âges de dépendance. Le problème, c'est que ces âges de dépendance sont attaqués. La dépendance, l'hétéronomie est systématiquement attaquée, institutionnellement attaquée. Les institutions de l'autonomie de condition sont des institutions qui attaquent la dépendance. Assister, c'est une insulte. L'assistance publique, les gens, ils n'aiment pas beaucoup qu'on parle de l'assistance publique. Ça fait un peu vieillot, parce que quand même, c'est pas de l'assistance. Mais si, c'est de l'assistance. Assister est une insulte. Vous voyez, toutes sortes de choses de ce domaine-là. Le vieux doit être bronzé, avec les cheveux peroxydés. Les corps des handicapés doivent être mis sous le voile. Ils doivent être censurés. Et c'est ce à quoi nous avons affaire. Il est très très difficile de tenir un discours qui valorise l'hétéronomie sans avoir le sentiment d'une profonde régression sociale et des choses que nous détestons. Par exemple, le recours à des formes assez primitives de religion.
le recours à l'éloge de structures traditionnelles, type famille extrêmement dense, etc. etc. Et donc, même si effectivement je comprends très bien, et je trouve effectivement c'est l'expression du malaise de nos sociétés. C'est pas un malaise parce qu'on est psychologiquement malade de ce qui se passe. C'est un malaise parce que la condition de l'individu autonome est une condition paradoxale, est une condition extrêmement dure. Toutes les institutions auxquelles il a affaire détruisent le sol sur lequel il repose. Nos institutions détruisent l'enfance, détruisent le handicap, détruisent l'âge, détruisent le vieillissement, détruisent la mort, détruisent les lieux de passivité. Les institutions les attaquent. Et elles sont le support de cette autonomie que nous valorisons extraordinairement, dont nous faisons une injonction, et qui nous permet aussi, vous voyez, de dissimuler le prix dont d'autres, les femmes pauvres de Wallonie, par exemple, payent l'autonomie triomphale des riches, des Français, pour dire le mot. Et ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement important de percevoir la tension. C'est pour ça que ces gens sont invisibles. Les gens du Caire sont invisibilisés. Vous voyez, par il y a un côté, il n'y a pas lieu de trouver qu'avec l'autonomie, on a fait tellement mieux que les sociétés anciennes, etc. On a distribué autrement l'injustice, l'inégalité, la méchanceté, etc., cachée. Voilà. Donc, je suis d'accord sur le fond. Mais décrire correctement les enjeux des sociétés contemporaines, c'est attirer l'attention sur le coût exorbitant dont est payée l'autonomie, ses injonctions, etc. Est-ce que je peux encore? Je m'imagine que la plupart des gens ont vu au TV cette petite interview avec ce petit garçon avec son père à Paris, inquiétant. Il demandait, c'est très dangereux, vous l'avez vu? Non. Et donc, ce petit enfant a peur de terroristes, c'est dangereux. Et le père le tranquillise en disant, mais nous avons les fleurs. Et ça se voyait au visage de l'enfant, sécurisé par le père, qui disait, les fleurs, tant de fleurs, je me sens fort. Donc, c'est pour moi une sorte d'image que autonomie à l'extrême, c'est le terrorisme, c'est-à-dire autonomie suicidaire et meurtrière. Et c'est pour ça qu'on a besoin des fleurs. Parce que ce sont des images exemplaires de notre existence très fragile, racinée dans l'hétéronomie. Voilà, si vous souhaitez réagir.